Ma fille ne connaîtra jamais les horreurs que j'ai endurées pendant ces 5 années en enfer. C'est une histoire que j'ai vécue moi-même. Pour certains, ce n'est pas la chose la plus effrayante qui soit, mais moi, ça m'a vraiment terrorisé. Je suis donc parti en vacances en Californie avec ma famille pour le Nouvel An, et nous avons passé 2 nuits au Queen Mary. Si tu sais quoi que ce soit sur le Queen Mary, tu sais qu'il est censé être extrêmement hanté, surtout le Pont Bay. Eh bien, je n'en avais absolument aucune idée. J'ai oublié dans quelle chambre je logeais, mais elle se trouvait près de la chambre la plus hantée du bateau, la baie 340. Bref, le premier jour où nous y sommes restés, nous sommes arrivés dans la chambre vers midi. La chambre était séparée en 2 pièces avec une porte entre les deux, alors je suis entré dans ma chambre, j'ai posé mes bagages et j'ai commencé à défaire mes affaires. Je me suis déplacé vers le centre de la pièce et j'ai commencé à marcher vers mon lit, mais je me suis arrêté pour examiner un t-shirt que j'avais. Puis quelque chose a touché ma jambe droite. J'ai immédiatement regardé en bas et je n'ai rien vu. Mais je ne plaisante pas, la chose la plus proche à laquelle je peux comparer cette sensation, c'est comme si un chat s'était frotté contre ma jambe. Plus tard, le lendemain, nous avons fait une visite guidée du bateau et nous sommes montés sur le pont supérieur, où le guide a commencé à parler du fait que le Queen Mary avait autrefois des chats pour s'occuper des rats sur le bateau. Il a même dit que certaines personnes avaient rapporté avoir ressenti la sensation de chats se frottant contre leurs jambes ou même entendu des miaulements. Une coïncidence assez folle. La deuxième expérience m'a terrifié comme jamais. Après cette visite et avoir marché un peu partout sur le bateau, je suis retourné dans ma chambre vers 3 heures du matin. Je me dirigeais vers ma chambre en me préparant à aller dormir. Je marchais en regardant le sol, m'approchant de mon lit, quand j'ai eu des frissons sortis de nulle part. J'ai levé les yeux et mon regard s'est posé sur le coin de mon lit, qui était placé tout au fond de la chambre, et là se trouvait un nuage gris de la taille d'un être humain, assis sur le coin de mon lit. Quand mon cerveau a compris ce que je voyais, je me suis retourné et j'ai couru dans la chambre de mon père, et à ce moment-là je riais de façon hystérique parce que j'étais tellement terrifié par ce que je venais de voir. J'ai tout raconté à mon père et nous sommes retournés ensemble dans ma chambre, et il n'y avait plus rien. Disons simplement que je n'ai pas très bien dormi cette nuit-là. Cela m'est arrivé il y a environ 10 ans. Mon meilleur ami d'enfance, Steve, est mort de manière inattendue. Nous nous étions éloignés avec le temps, mais nous avions recommencé à nous parler récemment après de nombreuses années. Steve détestait la technologie, et j'emploie vraiment le mot détester. Pas d'ordinateur, pas de téléphone portable. Rien d'autre qu'une télévision avec une antenne et une ligne fixe pour le bon vieux Steve. J'étais en déplacement professionnel quand j'ai appris sa mort. Comme il ne s'était jamais marié, qu'il était plutôt du genre sale type, et qu'il était brouillé avec sa famille depuis une dizaine d'années, j'ai vu sa sœur et son frère hier, son corps n'a été découvert qu'après plusieurs semaines. Cette partie-là me hante encore aujourd'hui. Peu après être rentré chez moi, je suis reparti pour un déplacement afin de suivre une formation au Texas. Assis en cours, mon téléphone, réglé sur vibreur, s'est mis à vibrer. C'était Steve. Un frisson glacé m'a parcouru. J'étais en classe, donc je n'ai pas répondu. J'ai rappelé plus tard dans la journée et, comme prévu, il n'y a eu aucune réponse. Je suis retraité aujourd'hui, mais à l'époque je travaillais pour une entreprise de télécommunications par satellite. Une partie de mon travail consistait à gérer des équipements télécoms en back-office, donc je comprenais le routage des appels sur les réseaux SS7 et les tables de routage. Si le numéro avait été réattribué à quelqu'un d'autre, cette personne avait peut-être composé mon numéro par erreur ou utilisé une fonction de rappel sur son ancien téléphone fixe analogique. Malgré tout, ça m'a profondément mis mal à l'aise. C'est à l'automne 2002. Ma petite amie m'appelle, paniquée. Nous vivions à Bâton Rouge et à cette époque, la ville entière était terrorisée par ce qu'on appelait le tueur en série de Bâton Rouge. Tout le monde vivait avec cette peur diffuse, permanente. Les infos tournaient en boucle. Le FBI parlait d'un homme dangereux, imprévisible,
et avait notamment évoqué un pick-up blanc. Ma copine venait de sortir d'un Walmart. Elle me dit qu'un pick-up blanc la suit. Elle est convaincue que quelque chose ne va pas. Elle panique. Elle conduit en rond, entre dans des impasses, ressort, fait demi-tour, essaie de semer le véhicule. Mais le camion est toujours là. Il la suit méthodiquement, sans se presser. Mon meilleur ami et moi sautons dans sa voiture et on traverse la ville à toute vitesse pour la rejoindre. Quelques minutes plus tard, on arrive près de Dalrymple. Je la vois. Elle sort de la bretelle et passe juste devant nous. Le pick-up blanc est toujours derrière elle, exactement comme elle l'avait décrit. Mon estomac se serre instantanément. Elle gardait la maison d'un parent très aisé qui habitait non loin de là. Je l'appelle pendant qu'on roule et je lui dis de rentrer directement à la maison. Je lui dis aussi qu'on va suivre le pick-up. Elle tourne dans l'allée. Le camion, lui, s'arrête une maison plus tôt, garée au bord des lacs de LSU. Juste là. Moteur coupé. Nous nous garons derrière elle. Elle sort de la voiture en larmes, hystérique, tremblante. J'essaie de la rassurer. Je lui dis que c'est probablement une mauvaise coïncidence, peut-être une blague stupide, surtout que le campus de LSU est juste à côté. Mon colocataire se poste sur le porche, en observateur. Moi, je m'avance vers le pick-up. Quand j'arrive à la portière, je suis immédiatement soulagé par un détail. Le conducteur est un homme noir. Le FBI avait dit que le suspect était blanc. Cette information me détend sur le moment. L'homme évite mon regard. Il ne me regarde pas vraiment en face. Je lui explique calmement qu'il a effrayé ma copine, qu'il a probablement suivi la mauvaise voiture en quittant le Walmart. Il me jette un regard de côté, sans répondre, puis démarre et s'en va. Je ne l'ai plus jamais revu en personne. Mais l'année suivante, son visage était partout. En une des journaux. À la télévision. Sur les écrans des bars et des stations-service. Il venait d'être arrêté. L'ADN avait parlé. Le tueur en série qui terrorisait Bâton Rouge depuis des années avait enfin un nom. C'était Derek Toddley. Quand j'ai compris, tout m'est revenu d'un coup. Le pick-up. La manière dont il suivait. Le fait qu'il se soit arrêté si près de la maison. Son refus de me regarder. La facilité avec laquelle il avait simplement repris la route. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas une erreur. C'était réel. Il y a environ 25 ans, j'avais un faible pour une fille qui ressemblait beaucoup à Avril Lavigne. Elle avait ce même air à la fois doux et un peu rebelle, mais surtout elle était incroyablement gentille. Elle souriait à tout le monde, ne parlait jamais mal de qui que ce soit, et donnait l'impression d'être quelqu'un de profondément simple et lumineux. On se voyait souvent, on parlait, on riait, mais ça n'est jamais allé plus loin. On n'est jamais sortis ensemble. Ça n'a tout simplement pas fonctionné. Quelques mois plus tard, elle a commencé à fréquenter un type sans avenir, un gars qui traînait dans de mauvaises histoires. À l'époque, je ne savais presque rien de lui. Puis la nouvelle est tombée. Il l'avait poignardé des dizaines de fois, entre 25 et 30 coups, complètement défoncé par la drogue. Elle n'a eu aucune chance. Elle devait avoir 19 ou 20 ans. Quand j'ai appris ce qui lui était arrivé, tout s'est figé. Le souvenir que j'avais d'elle ne collait pas avec la violence de sa fin. Dans ma tête, elle était toujours cette fille souriante, vivante, pleine de projets dont elle ne parlait pas encore. Imaginez ce moment, l'isolement, la peur, la brutalité, c'était insupportable. Pendant longtemps, je n'ai même pas réussi à mettre des mots là-dessus. Avec les années, une question revient parfois, sans prévenir. Et si on était sortis ensemble ? Et si nos chemins avaient pris une autre direction ? Peut-être que ça n'aurait rien changé. Peut-être que ça aurait duré quelques semaines et se serait terminé comme tant d'autres histoires. Mais parfois je me demande si, dans un autre scénario, elle n'aurait jamais croisé cet homme. Si une décision différente, aussi banale qu'un rendez-vous accepté ou refusé, aurait pu modifier toute une trajectoire.
Je suis opérateur au 911. Il y a des années, j'ai reçu un appel qui m'est resté gravé. Un homme a dit d'une voix brisée, « J'ai trouvé un corps décapité. Il y a du sang partout. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Il ne savait pas où il se trouvait. À l'époque, nos systèmes de cartographie étaient bien moins précis qu'aujourd'hui. Impossible de localiser son téléphone correctement. Il était en état de choc psychologique total, ce qui était compréhensible vu ce qu'il croyait voir. Mes questions n'aboutissaient à rien. Il ne savait pas donner d'adresse. Son numéro n'apparaissait dans aucune base. Je n'avais même pas son nom de famille. Tout ce que j'avais, c'était une voix terrifiée et une scène d'horreur décrite de manière décousue. Je l'ai gardé en ligne. Je lui demandais de respirer, de regarder autour de lui, de me décrire les lieux. Petit à petit, au milieu de phrases confuses et de silences paniqués, on a réussi à comprendre qu'il se trouvait dans un ancien centre commercial abandonné. Un endroit vide, délabré, propice à amplifier la peur et l'isolement. Des unités ont été envoyées immédiatement. Quand les policiers sont arrivés sur place, il n'y avait aucun corps. Aucun sang. Rien de réel correspondant à ce qu'il décrivait. Ce que cet homme vivait était une hallucination extrêmement violente. Il souffrait de schizophrénie et traversait un épisode majeur. L'un des agents l'a reconnu. Il était signalé comme personne disparue dans une juridiction voisine. Sa famille le cherchait. Ils l'ont pris en charge immédiatement et l'ont transporté à l'hôpital. Là-bas, ils ont découvert qu'il était sévèrement déshydraté. Il n'avait pas pris son traitement depuis un moment. Il est resté hospitalisé plusieurs jours, le temps de se stabiliser, de reprendre correctement ses médicaments et de récupérer physiquement. Aux dernières nouvelles, son traitement fonctionnait bien et il allait beaucoup mieux. Cette intervention n'avait rien à voir avec un crime, mais elle reste l'une des plus dures que j'ai vécues. Cet homme était sincèrement convaincu d'être face à une scène atroce. Il était perdu, seul, terrifié, totalement vulnérable. Sa peur était réelle, même si ce qu'il voyait ne l'était pas. Une femme qui travaillait dans un laboratoire du gouvernement fédéral et était employée par le CSIS, le service canadien du renseignement de sécurité, est tombée gravement malade alors qu'elle était au travail. Elle a été transportée à l'hôpital par du personnel médical militaire et une ambulance militaire. À l'hôpital, elle a déclaré qu'elle avait pris quelque chose pour se suicider, mais que cela n'agissait pas aussi rapidement qu'elle l'avait pensé. Elle a admis qu'il s'agissait d'une substance provenant du laboratoire ultra-secret où elle travaillait, mais elle a refusé de dire aux médecins ce qu'elle avait ingéré. Des agents du CSIS faisaient partie des personnes qui l'avaient accompagnée à l'hôpital. Il a été rapporté que c'était en raison du caractère hautement confidentiel de son travail. Les agents du CSIS ont dit aux médecins qu'ils étaient incapables de révéler ce que la femme avait pu ingérer. Ils ont reconnu que les registres du laboratoire indiqueraient très probablement ce qu'elle avait pris. Ils ont affirmé que des considérations de sécurité nationale leur interdisaient de divulguer toute information et ont refusé de coopérer avec le personnel hospitalier. La femme a été placée en isolement et des gardes militaires ont été postés devant sa chambre. Ni ses parents ni son mari n'ont été autorisés à entrer dans la chambre. Il a fallu plusieurs heures avant qu'elle ne meure. Elle n'a jamais révélé ce qu'elle avait ingéré, disant seulement que personne d'autre ne serait blessé par ce qu'elle avait fait. Je ne connaissais pas cette femme, mais un de mes collègues était un ami à elle depuis l'université. Son mari l'avait appelée pour demander une aide juridique. Il voulait contraindre l'hôpital et le gouvernement à lui permettre de voir sa femme. Mon collègue n'avait aucune expertise dans ce domaine et l'a orienté vers quelqu'un d'autre. D'après ce que j'ai compris, ni le mari ni les beaux-parents n'ont jamais été autorisés à la voir. Il semblerait que son corps ait été récupéré par le gouvernement et qu'elle ait été incinérée dans une installation gouvernementale inconnue. Les cendres n'ont jamais été rendues à la famille et celle-ci n'a jamais su ce qu'il était advenu de ses restes. Si je me souviens bien, cela s'est produit vers 1987. Je sais que tout cela paraît invraisemblable, mais j'étais présent le jour où mon collègue a reçu l'appel du mari.
Il était profondément bouleversé par cet appel et choqué qu'elle ait fait cela. Il disait qu'elle était la personne la plus stable, respectueuse des lois et éthiques qu'il ait jamais connue. Il semblait tout aussi choqué par la tentative de suicide que par la violation des protocoles de laboratoire et de sécurité. Il affirmait que la femme avec qui il avait étudié à l'université n'aurait jamais enfreint une règle volontairement, encore moins volé et ingéré une substance inconnue. Là où je vivais avant, il y a eu 2 événements qui m'ont profondément marqué et qui me reviennent encore parfois sans prévenir. Le premier s'est produit dans l'immeuble même où j'habitais. On imagine un homme qui était policier. En pleine nuit, vers 2 heures du matin, une dispute énorme a éclaté entre lui et sa femme. Des cris, des portes qui claquent, une tension qui traversait les murs. À un moment, il a quitté l'appartement en furie avec leur petit garçon, qui devait avoir 3 ou 4 ans. Il l'a conduit chez son frère pour y passer la nuit. L'oncle était surpris, un peu perdu, mais quand il a compris que le couple se disputait violemment, il a accepté de garder l'enfant. Il pensait que tout se calmerait d'ici le matin. Que c'était juste une nuit difficile parmi d'autres. Le père est ensuite retourné seul à son appartement. La dispute a repris. Plus violente encore. Puis il y a eu des coups de feu. Il a tué sa femme, puis il s'est suicidé. Le petit garçon n'était plus là. Cette décision, aussi horrible soit-elle, lui a probablement sauvé la vie. Moi, cette nuit-là, je n'ai rien entendu. J'ai dormi. Je n'ai appris ce qui s'était passé que plus tard. Mais les voisins les plus proches, eux, ont tout entendu. Ils ont vécu les cris, la montée de la peur, le silence après les tirs. Certains n'ont jamais vraiment réussi à s'en remettre. Le second événement s'est produit dans l'immeuble d'une amie, à seulement un pâté de maison du mien. Le rez-de-chaussée était recouvert de grandes dalles blanches très claires. Pour sortir ou entrer dans le bâtiment, tout le monde devait passer par un espace commun d'où l'on pouvait voir tous les balcons des étages supérieurs. C'était un lieu de passage banal, lumineux, presque impersonnel. Une nuit, une femme qui souffrait d'une dépression très sévère a sauté du sommet de l'immeuble. Elle a mis fin à ses jours en tombant directement dans cet espace central. L'événement a fait la une des nouvelles du quartier. Tout le monde en parlait. Mais ce ne sont pas les articles qui m'ont le plus marqué. Ce sont les mots de mon amie. Quand elle m'en a parlé, son visage était sombre, figé. Elle m'a simplement dit un mot. Rouge. Elle a répété que c'était rouge partout. Elle n'a pas donné plus de détails à ce moment-là. Elle n'en avait pas besoin. Un peu plus tard, quand nous sommes retournés ensemble dans son immeuble, elle m'a montré le sol. Les carreaux autrefois blancs étaient encore tachés. Pas de grandes traces évidentes, mais des formes irrégulières, plus foncées, incrustées dans la pierre. Des marques que le nettoyage n'avait jamais complètement effacées. Elle m'a regardé et m'a dit que oui, c'était exactement ce que je pensais. Ils avaient nettoyé autant que possible, mais certaines choses laissent des traces que même le temps et les produits ne peuvent pas faire disparaître. La disparition de Frau Lieb est une affaire allemande qui continue de hanter beaucoup de monde. Frau était étudiante en soins infirmiers. Une jeune femme sans histoire, avec une vie normale, des projets simples, des proches qui l'attendaient. Un soir, elle rentrait chez elle après être sortie. Elle n'est jamais arrivée à destination. Sur ce trajet banal, elle a été enlevée. Personne n'a rien vu. Aucun témoin fiable. Aucune scène évidente. Elle s'est littéralement volatilisée. Dans les jours qui ont suivi, l'affaire a pris une tournure encore plus dérangeante. Son ravisseur l'a maintenue en captivité, mais il lui a permis de passer plusieurs appels téléphoniques. Ces appels étaient adressés à son ex-petite amie et parfois à sa famille. À chaque fois, Frau semblait confuse, affaiblie, comme si elle était sous l'effet de drogue ou d'une forte contrainte psychologique. Elle parlait, mais ses mots n'apportaient pas de réponse. Elle disait qu'elle allait bien, qu'elle rentrerait bientôt, tout en donnant l'impression évidente que quelque chose n'allait pas du tout. Le plus troublant, c'est qu'elle appelait depuis différents endroits.
Les téléphones captaient dans des zones variées, parfois éloignées les unes des autres. Cela laissait penser qu'elle était déplacée régulièrement. Malgré cela, elle ne donnait jamais d'indices clairs. Était-elle surveillée? Était-elle trop désorientée pour comprendre où elle se trouvait? Ou était-elle forcée de dire certaines choses? Chaque appel semblait être un mélange d'espoir et de désespoir pour ceux qui l'écoutaient. Puis, soudainement, les appels se sont arrêtés. Plus rien. Le silence total. Les jours sont devenus des semaines, puis des mois. Les recherches ont continué, mais sans piste solide. Finalement, ces restes ont été découverts plusieurs mois plus tard, dans une zone boisée. Il n'y avait pas de scène évidente expliquant ce qui lui était arrivé. Juste la confirmation qu'elle était morte. Aujourd'hui encore, il n'y a aucun suspect officiellement identifié. Aucun ADN exploitable. Aucune trace matérielle permettant de remonter jusqu'à un responsable. Rien. L'enquête est au point mort depuis des années, et pourtant l'affaire refuse de disparaître. Trop de détails restent inexplicables. Pourquoi ces appels? Pourquoi les autoriser? Pourquoi arrêter brutalement? Était-ce un jeu de contrôle? Une tentative de brouiller les pistes? Ou simplement la conséquence d'un plan qui a changé? Ce qui rend cette affaire particulièrement glaçante, c'est cette impression que Frauke était encore là, quelque part, pendant un certain temps. Vivante, parlant à ceux qu'elle aimait, suffisamment consciente pour composer un numéro, mais incapable de se sauver. Elle était à la fois présente et totalement inaccessible. Cette frontière floue entre l'espoir et l'inévitable est ce qui marque le plus. La disparition de Frauke Lieb rappelle que certains crimes ne laissent pas seulement des victimes, mais aussi des questions sans fin. Et tant que ces questions restent sans réponse, l'histoire continue, suspendue dans le temps, comme si elle refusait d'être classée parmi les affaires terminées. Je suis sorti 3 fois avec un homme qui semblait être un parfait gentleman. Poli, attentionné, calme. Rien chez lui ne déclenchait d'alarme. Il m'a donné son prénom et m'a expliqué qu'il utilisait le nom de famille de sa mère. Je n'y ai vu aucun problème. Certaines personnes font ça pour 1000 raisons et je n'ai pas posé de questions. Puis j'ai rencontré son père. En discutant avec lui, j'ai appris son nom de famille. Par simple curiosité, sans méfiance particulière, j'ai assemblé le prénom de l'homme avec le nom de famille de son père et je l'ai tapé sur Google. Mon estomac s'est littéralement retourné. Son visage est apparu immédiatement. Dès la première page. Des articles de presse. Un titre clair. Condamné pour homicide involontaire. La victime était morte dans des circonstances atroces, après avoir énormément souffert. En lisant les détails, j'ai compris pourquoi il n'utilisait pas le nom de son père. Ce n'était pas un choix anodin. C'était une dissimulation. Je l'ai bloqué immédiatement. Sans explication. Sans message. Juste un instinct de survie. 4 jours plus tard, j'étais avec mon propriétaire. On sortait la voiture du garage. Et je l'ai vu. Il était là. Devant ma maison. Assis dans sa voiture. En train de nous regarder sortir. Je n'avais jamais dit où j'habitais. À ce moment précis, la peur est devenue réelle, physique, impossible à ignorer. Le soir même, vers 19h, quelqu'un s'est mis à frapper violemment à ma porte. Des coups répétés. Une voix qui criait mon prénom. Puis des insultes. Il hurlait pour que je sorte, disant qu'il voulait me voir. C'était lui. J'étais en pleurs, paralysé, incapable de réfléchir correctement. Chaque seconde me semblait interminable. Mon propriétaire a appelé la police. Quand ils sont arrivés, leur attitude m'a glacé. Ils ne minimisaient rien. Ils savaient exactement de qui il s'agissait. Ils m'ont averti clairement. Ils m'ont dit que cet homme était dangereux et que je devais immédiatement demander une ordonnance de protection à vie. C'est seulement après que j'ai appris toute la vérité. Un passé long et lourd de violence envers des femmes.
Plusieurs plaintes. Plusieurs ordonnances restrictives. Un schéma répété. Des comportements de contrôle, de traque, d'intimidation. Je n'étais pas une exception. J'étais juste la suivante. Les meurtres de la famille Setagaya Family Murder comptent parmi les affaires criminelles les plus glaçantes du Japon. En l'an 2000, dans le quartier résidentiel de Setagaya à Tokyo, quelqu'un s'est introduit dans une maison familiale en pleine nuit. À l'intérieur vivaient 4 personnes. Les parents et leurs 2 enfants. Aucun d'eux n'a survécu. Ils ont été attaqués un par un, sans possibilité de fuir, dans un lieu censé être le plus sûr possible. Ce qui distingue cette affaire de beaucoup d'autres, ce n'est pas seulement la violence du crime, mais ce qui s'est passé après. Le tueur n'a pas pris la fuite. Il est resté dans la maison pendant plusieurs heures. Il a mangé la nourriture de la famille. Il a ouvert le réfrigérateur, pris son temps, comme s'il était chez lui. Il a utilisé les toilettes et n'a même pas pris la peine de tirer la chasse. Il s'est déplacé librement dans les pièces, laissant derrière lui une présence presque insultante. Il a également abandonné plusieurs objets personnels. Des vêtements. Des effets qui semblaient lui appartenir. Il a laissé des traces biologiques, des empreintes, suffisamment de matière pour donner l'impression que l'enquête serait rapidement résolue. Tout donnait le sentiment qu'il voulait être trouvé, ou au minimum qu'il ne craignait absolument pas de l'être. Et pourtant, malgré cette quantité presque absurde de preuves, personne n'a jamais été arrêté. Les analyses ADN n'ont mené à aucune correspondance exploitable. Les objets laissés sur place n'ont permis d'identifier aucun suspect clair. Les pistes se sont multipliées, puis se sont toutes éteintes les unes après les autres. L'enquête a traversé les années sans jamais se rapprocher d'une conclusion. Ce qui trouble profondément, c'est l'attitude du tueur. Il ne s'est pas comporté comme quelqu'un en fuite ou en panique. Il a agi comme s'il avait tout le temps du monde. Comme s'il savait qu'il ne serait pas attrapé. Cette tranquillité apparente donne à l'affaire une dimension presque irréelle, comme si la violence et le quotidien s'étaient mélangés d'une manière profondément dérangeante. En grandissant, je n'étais pas vraiment autorisé à aller chez des amis. Ce n'était pas une règle clairement expliquée, mais c'était toujours non, ou éviter, ou repousser. La raison, ma mère me l'avait donnée quand j'étais encore assez jeune. Elle me racontait l'histoire du cousin de mon oncle monsieur. Selon ce que j'avais toujours entendu, ce cousin était chez un ami. Ils traînaient ensemble comme des jeunes de 18 ans le font. Puis au moment de partir, sans dispute apparente, sans raison claire, l'ami lui aurait tiré une balle dans la tête. Une violence absurde, soudaine, incompréhensible. Cette histoire m'avait marqué enfant. Elle servait d'exemple silencieux. Voilà pourquoi on ne va pas trop chez les gens. Voilà pourquoi on reste prudent. Voilà pourquoi le monde peut être dangereux sans prévenir. Pendant des années, je n'ai jamais remis ce récit en question. Je ne connaissais même pas le prénom de ce cousin. C'était une histoire figée, presque mythique, racontée pour protéger, ou pour faire peur, ou peut-être les deux à la fois. Puis, il y a environ 4 ans, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme. Lors d'un rendez-vous, on parlait de notre enfance, de nos familles, des choses qui nous avaient marqués. Je ne sais plus exactement comment, mais cette histoire est revenue dans la conversation. Je lui ai raconté ce que je savais. Elle m'a écouté attentivement, puis elle m'a posé une question toute simple. Quel était son nom? Je ne le savais pas. Alors j'ai appelé ma mère. Quand elle m'a donné le prénom et que je l'ai répété à ma compagne, j'ai vu son visage changer instantanément. Elle est devenue pâle. Son regard s'est figé. Elle m'a dit que l'histoire que je connaissais était fausse. Ou plutôt, profondément incomplète. Elle m'a expliqué qu'elle était là. Qu'elle connaissait très bien ce cousin. Qu'elle sortait avec lui à l'époque. Qu'elle avait vécu les événements de l'intérieur. Ce n'était pas une simple visite chez un ami qui avait mal tourné de manière aléatoire. Il y avait un contexte, des tensions, des dynamiques que l'on avait effacées du récit familial.
Elle m'a parlé de la soirée, de l'ambiance, de la peur, du moment où tout a basculé. Pas comme une légende transmise aux enfants, mais comme un souvenir réel, lourd, précis. Un peu plus tard, elle a sorti un vieux album photo. À l'intérieur, il y avait des images d'elle, du cousin et du groupe d'amis. Des visages jeunes, souriants, vivants. Des gens que je n'avais jamais connus autrement que par une histoire déformée. Elle avait 39 ans. J'en avais 28. À l'époque des faits, elle était déjà adolescente ou jeune adulte, alors que moi je n'étais qu'un enfant, voire pas encore en âge de comprendre quoi que ce soit. C'est là que j'ai réalisé à quel point les histoires familiales peuvent être transformées avec le temps. Simplifiées. Nettoyées. Remodelées pour servir un but précis. Protéger les enfants. Éviter certaines questions. Supporter l'insupportable. Encore aujourd'hui, ça me paraît fou. Que la femme avec qui je partage ma vie ait été témoin direct d'un événement qui a façonné mon enfance sans que je le sache. Que deux versions d'une même tragédie aient coexisté pendant des décennies. Et que la vérité m'ait rattrapé par hasard, lors d'un simple rendez-vous, autour d'une conversation banale sur le passé. Il y a des années, je faisais des épisodes de terreur nocturne. Ma famille me racontait que parfois je criais si fort que j'en réveillais les voisins. Sur le moment, je n'en gardais aucun souvenir. Pour moi, les nuits se terminaient normalement, sans trace de ce qui s'était passé. Un jour pourtant, je me suis réveillé brutalement. Mon petit ami de l'époque me hurlait de me réveiller tout en me tirant violemment vers le sol. J'étais confuse, désorientée. Les portes du balcon étaient grandes ouvertes et j'étais à moitié dehors. Quand j'ai compris où j'étais, tout s'est arrêté d'un coup. On s'est assis par terre, tremblant, le souffle court. Après quelques minutes, il s'est mis à pleurer. Plus tard, il m'a raconté ce qu'il avait vu de son point de vue. Pour lui, c'était une scène tout droit sortie d'un film d'horreur. Il avait été réveillé en sursaut en me voyant me lever d'un bond, parfaitement silencieuse, avec une expression vide, comme si je n'étais pas vraiment là. Je respirais de plus en plus vite, sans répondre à ses appels. Puis j'ai hurlé. Un cri aigu, inhumain, selon ses mots. Sans ralentir, je me suis précipité vers le balcon, j'ai ouvert les portes et j'ai passé une jambe par-dessus la rambarde, tout en continuant de crier. Il m'a attrapé au tout dernier moment. Il a dû me plaquer au sol pour m'empêcher de tomber. Il disait n'avoir jamais entendu un cri pareil de toute sa vie et espérait ne plus jamais en entendre un semblable. Pour lui, ce n'était pas seulement effrayant. C'était l'impression très nette de voir quelqu'un qu'il aimait disparaître sous ses yeux, remplacé par quelque chose d'incontrôlable. Après cette nuit-là, plus rien n'a été pareil. Même si les épisodes sont devenus plus rares, la peur est restée. Il m'a fallu des années avant de trouver le courage de vivre seul. Dormir sans personne à côté de moi me semblait dangereux. Chaque balcon, chaque fenêtre devenait une menace potentielle. Je me réveillais parfois en sursaut, le cœur battant, persuadé pendant une seconde que j'étais déjà debout, déjà en train de marcher. À l'instant même, j'étais assise à mon bureau, en train de traîner sur Reddit. Il faisait nuit noire dehors et ma fenêtre était ouverte quand, sortie de nulle part, une voix grave, rauque et terrifiante venant de l'autre côté de la moustiquaire a dit « Et il fait là ». J'ai sursauté violemment et j'ai refermé la fenêtre en catastrophe. Je ne réponds jamais à la porte et certainement pas à une fenêtre. Je ne sais pas qui c'était ni s'ils sont encore là dehors, mais ils n'auront aucune réponse de ma part. Il y a longtemps, quand j'étais enfant, toute ma famille était dehors, tout au bout du jardin, et je voulais vraiment un jouet qui se trouvait dans notre sous-sol super flippant. J'ai toujours été terrifié par ce sous-sol sans raison précise et je détestais y aller toute seule, mais personne ne voulait aller chercher mon jouet pour moi alors. Je suis monté jusqu'à la maison, j'ai descendu l'escalier menant au sous-sol, puis j'ai descendu toutes les marches en répétant sans arrêt « Les fantômes ça n'existe pas, les fantômes ça n'existe pas ». J'ai tourné le coin en continuant à le répéter, je me suis dirigé vers le grand placard au fond du sous-sol en le disant de plus en plus fort. J'ai ouvert le placard et bien sûr mon jouet était tout au fond.
Je suis entré à moitié dans le placard, j'ai attrapé la corde de la lumière et j'ai crié triomphalement, « Les fantômes ça n'existe pas !» Et là, j'ai entendu le rire le plus grave et le plus inhumain que j'ai jamais entendu de toute ma vie, et la peur en moi a explosé au point que j'ai cru que j'allais m'évanouir sur le champ. J'ai couru tellement vite que mes pieds ressemblaient littéralement à ceux d'un personnage de dessin animé, glissant avant de prendre de l'élan. Je suis sorti du sous-sol en hurlant, j'ai monté les escaliers, traversé la porte arrière et couru jusqu'à mes parents, mais ils ne m'ont absolument pas cru. La seule personne qui m'a cru, c'était ma grand-mère, et je l'ai entendu dire à mes parents, « Je vous avais dit qu'il y avait quelque chose dans ce sous-sol. » Je ne suis jamais retourné dans ce sous-sol depuis. Il y avait cette histoire concernant une amie d'une de mes connaissances qui a rencontré un homme dans un bar. Il l'a invitée chez lui, alors elle y est allée pour boire un verre. Après être restée un moment, elle a commencé à se sentir mal, elle s'est donc excusée pour aller aux toilettes. Une fois à l'intérieur, elle a immédiatement appelé le numéro d'urgence, donné l'adresse, et avant même de pouvoir terminer l'appel, elle a perdu connaissance. L'opérateur du 911, ou 112 dans mon pays, a compris que quelque chose n'allait pas et a envoyé la police et, je crois, les pompiers sur place. Ils ont défoncé la porte, ont mis un sac sur la tête de la jeune femme et l'ont portée dehors. Pendant qu'on la transportait à l'extérieur, elle a commencé à reprendre conscience, toujours avec ce sac sur la tête. Des semaines plus tard, elle consultait un psychologue à cause de cet événement. Ce qui la perturbait le plus, c'était le fait que la police lui avait mis un sac sur la tête. Qu'y avait-il à l'intérieur qu'elle n'était pas censée voir ? La police refusait de s'expliquer jusqu'à ce que le psychologue intervienne et exige qu'il révèle toute la vérité, estimant que c'était essentiel pour le rétablissement psychologique de la jeune femme. La police a alors révélé toute l'histoire. Lorsqu'ils ont forcé la porte, ils ont découvert que toute la maison était recouverte de plastique. Au milieu du salon se trouvait une table équipée de sangles pour attacher quelqu'un, ainsi qu'une grande collection de couteaux et d'instruments de torture. L'homme en question l'avait drogué dans le but de la torturer longuement, la mort étant très probablement l'issue prévue. La partie la plus dérangeante de cette histoire est qu'il s'en est sorti avec pratiquement aucune sanction, puisque le seul crime pour lequel il a réellement été condamné était l'empoisonnement. Par la suite, cette jeune femme a dû continuer à vivre dans la même ville que lui. Peu de temps après, j'ai entendu une histoire très similaire provenant d'un pays voisin, à environ 4 heures de route. Je me suis toujours demandé si ces deux situations étaient liées d'une manière ou d'une autre. Au lycée, une fille assez discrète était assise au bureau juste à côté du mien, au fond de la classe de maths. Elle parlait très peu. Elle ne se mêlait pas vraiment aux autres. De temps en temps seulement, elle me disait quelques mots, toujours calmement, presque timidement. C'était quelqu'un qu'on remarquait à peine, mais dont la présence finissait par devenir familière. Un vendredi, alors que le cours se terminait et que tout le monde rangeait ses affaires, elle s'est penchée légèrement vers moi. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de me dire quelque chose, mais pas maintenant. Elle m'a promis qu'elle me le dirait lundi. J'ai trouvé ça étrange. Ce n'était pas son genre de parler de choses personnelles. Mais je n'ai pas insisté. J'ai simplement répondu d'accord, en lui disant qu'on en parlerait lundi. Elle est sortie de la salle de classe. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Elle n'est jamais revenue en cours le lundi. Le mardi, la nouvelle a commencé à circuler. Elle avait été tuée pendant le week-end. Son petit ami, jaloux, l'avait assassinée. Les détails sont arrivés lentement, par bribes, par rumeurs confirmées ensuite par les adultes. La classe est devenue silencieuse d'une manière différente. Son bureau est resté vide. Personne ne s'y est assis pendant longtemps. Ce qui me hante, ce n'est pas seulement sa mort, mais cette phrase laissée en suspens. Ce besoin qu'elle avait de dire quelque chose. Était-ce une demande d'aide? Une peur qu'elle n'osait pas formuler devant tout le monde. Une confidence qu'elle n'a jamais eu le temps de faire. Je rejoue souvent la scène dans ma tête. Et si j'avais insisté? Et si je lui avais dit de parler tout de suite?
Et si quelqu'un avait su? Je sais rationnellement que je n'étais qu'un adolescent. Que je ne pouvais pas deviner ce qui allait se passer. Que la responsabilité n'était pas la mienne. Mais le regret n'écoute pas la logique. Il s'attache aux petits moments, aux choix anodins, à ces secondes où tout aurait pu être différent. Au début des années 80, mon père est sorti avec une femme avec qui il a vécu pendant un certain temps. Leur relation a fini par se terminer. Selon lui, elle buvait beaucoup et cette dépendance prenait trop de place dans leur quotidien. Il a fini par partir, persuadé qu'il ne pouvait ni l'aider ni continuer ainsi. Après leur rupture, ils ont perdu contact et elle est sortie de sa vie. Des années plus tard, à la fin des années 90, cette même femme est morte dans des circonstances absolument atroces. Elle a été retrouvée au bout d'une allée, grièvement blessée par un engin explosif qui avait détonné à l'intérieur de son corps. Le détail le plus insoutenable est qu'elle était encore en vie au moment où on l'a découverte. Les secours sont arrivés, mais il n'y avait rien à faire. Elle est décédée peu après. La police a mené une enquête de voisinage et a fini par remonter jusqu'à mon père. Ils sont venus chez nous et l'ont interrogé. Ils voulaient savoir s'il avait encore des contacts avec elle, s'il savait si quelqu'un lui en voulait, s'il avait la moindre idée de ce qui aurait pu lui arriver. Mon père a répondu honnêtement. Il a expliqué qu'il n'était plus en contact depuis longtemps et qu'il pensait que cela avait probablement un lien avec quelqu'un qu'elle avait rencontré dans un bar ce soir-là, surtout vu son état d'ébriété fréquent à l'époque. Aucune piste solide n'a émergé. Aucun suspect n'a été formellement identifié. L'affaire n'a jamais été résolue. Le responsable n'a jamais été retrouvé. Avec le temps, l'histoire est devenue une sorte de murmure, quelque chose de trop horrible pour être vraiment raconté, encore moins compris. Quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, j'avais environ 15 ans. Elle me paraissait irréelle, presque trop extrême pour être vraie. J'avais toujours pensé que c'était peut-être exagéré, déformé par le temps ou par l'émotion. Je doutais. Je mettais ça dans la catégorie des histoires sombres que les adultes racontent sans toujours réaliser à quel point elles peuvent marquer. Puis, des années plus tard, un article de presse est sorti. Ensuite, un documentaire. Les faits étaient là. Les dates, les détails, les images, tout confirmait ce que mon père avait raconté. Ce n'était pas une rumeur. Ce n'était pas une légende familiale. C'était réel. Il y a quelques années, Edgar Keret est intervenu dans l'émission This American Life. Il y raconte une histoire qui m'a profondément marqué et qui me hante encore aujourd'hui. Il parle de la mort de sa mère. À l'approche de sa fin, elle disait qu'elle allait enfin revoir sa propre mère, morte pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était pas une phrase abstraite ou symbolique. Pour elle, cette rencontre avait un visage, une scène précise, gravée depuis l'enfance. La mère d'Edgar, donc sa grand-mère, a été tuée alors qu'elle fuyait les soldats allemands dans un ghetto. Elle courait avec ses 2 enfants. Ils ont réussi à grimper sur un toit, mais ils se sont retrouvés coincés, sans issue. Il n'y avait plus nulle part où aller. Les soldats se rapprochaient. À ce moment-là, elle a fait un choix impossible. Elle a dit à sa fille, la future mère d'Edgar, de sauter sur le toit de l'immeuble voisin, de continuer à courir et surtout de ne pas se retourner. Elle refusait d'abandonner son plus jeune enfant. Elle savait qu'avec un bébé dans les bras, elle ne pourrait jamais distancer les soldats. Elle a choisi de rester. La petite fille a sauté. Mais au lieu de courir, elle s'est cachée. Elle n'a pas obéi complètement. Elle est restée là, immobile, terrorisée, et elle a regardé. Elle a vu sa mère être abattue. Elle a vu la scène entière. Et ce n'est pas là que l'horreur s'arrête. La grand-mère tenait encore son bébé, son fils, dans les bras. Les soldats allemands ne voulaient pas gaspiller de balles. Ils ont pris l'enfant et l'ont projeté contre un mur de briques jusqu'à ce qu'il meure, le crâne écrasé. Ce geste, raconté sans emphase, sans dramatisation, est presque impossible à intégrer. Quand j'ai entendu cette histoire, j'avais moi-même un bébé.
J'allaitais. Dans le même épisode, Edgar Quéré raconte aussi un autre souvenir lié à sa grand-mère, le fait qu'elle allaitait pendant leur fuite, essayant de nourrir son enfant tout en courant pour survivre. Cette juxtaposition m'a brisé. Le contraste entre un geste de vie aussi intime et la violence absolue de la mort infligée à un enfant est insoutenable. L'épisode est encore plus bouleversant quand on l'écoute directement, avec sa voix, ses silences, sa retenue. Mais même racontée ainsi, des années plus tard, cette histoire revient parfois sans prévenir. Une image suffit. Un souvenir d'allaitement. Le poids d'un enfant contre soi. Et soudain, cette scène refait surface. J'avais un ami sur Facebook depuis quelques années, c'était quelqu'un de vraiment génial. Un matin, il a publié le cauchemar qu'il venait de faire. Alors, je traîne avec quelques personnes. Quelques verres. Un peu de discussion. On sent une légère secousse dans le sol et une seconde plus tard, plus rien. Plus de lumière. Plus d'électricité. On sort dehors. Tout le quartier est plongé dans le noir. Encore quelques verres et on attend que le courant revienne. Je remarque une étrange lueur orange à l'horizon. Ce n'est pas la bonne direction pour un lever ou un coucher de soleil, et il fait chaud. Le son des sirènes se rapproche au loin. Le réseau téléphonique est coupé. Personne ne sait vraiment ce qui se passe, mais l'inquiétude grandit à mesure que la lueur et la chaleur augmentent. Nous sommes debout dans la rue quand nous voyons les premiers courir vers nous. Brûlés, ensanglantés, affolés. Rien que des cris et des hurlements de terreur. Pendant un instant, nous restons tous figés. Confus, incapables de comprendre cet immense mur de flammes qui roule vers nous, engloutissant les coureurs un par un. Les cris nous sortent de notre torpeur. Je me retrouve soudain seul tandis que les fêtards s'enfuient tous en même temps, comme un banc de poissons évitant un danger. Je sais que je suis condamné. J'essaie de fuir. C'est inutile. Alors que les silhouettes en fuite me dépassent, je sens la chaleur monter tandis que je cherche désespérément un abri. Je ressens la chaleur comme un immense chalumeau essayant de m'embraser. Je me demande à quel point mourir fait mal. Les flammes me dépassent dans une explosion. La douleur est intense. J'espère que ça se terminera vite. Je suis en feu. J'ai peur. Et puis, je me réveille. Ces rêves me tourmentent. Mon mal de dos s'infiltre dans mon sommeil paisible et construit des histoires pour l'expliquer. J'ai besoin de café et de thérapie. La nuit suivante, sa chambre a pris feu et il est mort. Ça me donne encore des frissons, 7 ans plus tard. Je crois que ma mère décédée a averti ma grand-mère et moi que ma sœur était sortie en cachette. Ma sœur et moi dormions chez mes grands-parents. Ma petite sœur, obsédée par un garçon qui n'était vraiment pas le bon, a décidé de sortir de la maison en douce, sans que personne ne le sache. Encore aujourd'hui, je ne peux pas expliquer ça. Le détecteur de fumée s'est mis à sonner. Comme si la maison était en feu, alors qu'elle allait parfaitement bien, mais tous les détecteurs se sont déclenchés. Je me suis réveillé en sursaut et j'ai ouvert ma porte d'un coup, mais je ne voyais ni feu, ni fumée, rien du tout. Je marche dans le couloir pour aller voir ma sœur, et je vois que son lit est vide. Je panique, alors je cours dans la chambre de ma grand-mère et je la réveille, elle était déjà réveillée à cause des détecteurs, et je lui dis que je ne trouve pas ma sœur, qu'elle n'est pas dans la maison. Après une bonne dizaine de minutes, ma petite sœur rentre discrètement, enfin presque, dans la maison, et avant même que ma grand-mère ou moi puissions commencer à l'engueuler, les détecteurs de fumée se sont arrêtés. Comme ça ? Impossible d'expliquer comment ou pourquoi. Plus tard dans la nuit, après qu'elle ait eu sa punition et soit retournée dans sa chambre, ma grand-mère et moi parlions de ce qui s'était passé. Elle m'a dit que ma mère avait toujours été très stricte en ce qui concernait les incendies. Elle avait une meilleure amie d'enfance qui avait perdu sa maison dans un incendie, alors elle était connue comme la pompière de la famille. Elle s'assurait que nous sachions où se trouvait l'extincteur, vérifiait les piles des détecteurs, nous faisait mémoriser le plan d'évacuation, c'est encore gravé dans ma mémoire aujourd'hui.
Peut-être que ma mère était dans le détecteur de fumée. Je ne sais pas, mais elle était là cette nuit-là. Dans mon école, le port de l'uniforme était obligatoire. Il y avait une boutique scolaire à l'intérieur de l'établissement, avec une cabine d'essayage pour essayer les vêtements. L'homme qui tenait cette boutique a fini par être arrêté pour pédophilie. Il aurait, selon l'enquête, installé une caméra cachée dans cette cabine. Moi, j'achetais presque toujours mes vêtements sans les essayer. Les tailles masculines étaient assez régulières. En grandissant, j'augmentais simplement d'une taille et ça fonctionnait. Sur le moment, c'était un détail pratique, sans importance particulière. Ce n'est que bien plus tard que cette habitude m'a donné des frissons. Ce qui me hante vraiment, ce sont toutes les filles avec qui j'ai grandi. Celles que je connaissais depuis l'âge de 2 ans. Celles avec qui j'étais en classe à la maternelle, au primaire, au collège, puis au lycée. Pendant toutes ces années, de l'enfance jusqu'au début de l'âge adulte, elles ont utilisé cette cabine pour essayer leurs uniformes, se changer, ajuster des vêtements trop grands ou trop petits. Elles faisaient ça sans méfiance, dans un lieu censé être sûr, au cœur même de l'école. Je me demande combien d'entre elles ont fini sur l'ordinateur de cet homme. Combien d'images ont été conservées, regardées, peut-être partagées. Et pire encore, combien d'entre elles ont existé dans son esprit malade, transformées en objets, alors qu'elles continuaient à vivre leur vie normalement, sans jamais savoir. Ce qui rend tout ça encore plus insupportable, c'est le contraste. Cet homme était parfaitement banal en apparence. Détendu. Poli. Presque sympathique. Le genre de personne à qui on achetait un stylo ou une gomme sans y penser une seconde. Il plaisantait parfois. Il faisait partie du décor. Personne ne se méfiait. Savoir que quelqu'un capable de faire ça pouvait être aussi ordinaire, aussi invisible, change profondément la façon dont on regarde les souvenirs. À la fin de la vingtaine, je venais de commencer un nouveau travail, mais je devais attendre quelques semaines avant de pouvoir emménager dans mon nouvel appartement. Ma sœur m'a proposé de dormir sur son canapé, dans le salon, juste derrière la façade avant de la maison. C'était temporaire, mais confortable, et je ne me posais pas de questions. Une nuit tardive, mon ex m'a appelé. Elle était presque en larmes. Nous étions restés amis, mais il n'y avait plus rien de romantique ou d'ambigu entre nous. Elle m'a dit qu'elle avait une très mauvaise sensation, qu'elle était persuadée que quelque chose de grave allait arriver, et elle m'a supplié de venir chez elle. C'était le week-end. J'ai hésité une seconde, puis j'ai pris la voiture. Je suis arrivé chez elle, je l'ai rassurée, on a parlé longtemps. Elle s'est calmée peu à peu. Je suis resté dormir sur place. Il ne s'est rien passé de particulier. Pas de drame, pas d'incident. On a pris le petit déjeuner ensemble le lendemain matin, puis je suis reparti chez ma sœur, en pensant que tout ça n'était qu'un mauvais moment d'angoisse. Quand je suis arrivé devant la maison de ma sœur, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Il y avait un mot m'indiquant de contacter la police. Mon estomac s'est noué avant même que je comprenne pourquoi. J'ai appris que peu après mon départ, des adolescents avaient traversé la rue en voiture et tiré au hasard avec une arme de poing sur plusieurs maisons. C'était un quartier calme. Un endroit sûr. Ce genre de choses n'arrivait tout simplement pas là. Et pourtant, la maison avait été touchée. 3 coups de feu. Quand nous sommes rentrés à l'intérieur, la réalité m'a frappé de plein fouet. Les 3 balles avaient traversé le mur et frappé exactement le canapé sur lequel je dormais habituellement. Là où ma tête et mon corps auraient été quelques heures plus tôt. Il n'y avait aucune place au doute. Si j'étais resté cette nuit-là, je n'aurais pas été simplement effleuré. Je n'aurais probablement pas survécu. Mes 2 frères, ma mère et mon beau-père peuvent tous témoigner de cette expérience que nous avons partagée ensemble. Quand j'étais assez jeune, vers l'âge de 6 à 8 ans, nous vivions dans une très vieille maison à 2 étages, sombre et inquiétante, avec certains amis de mon beau-père comme colocataires parce que la maison était immense.
La chambre où je dormais se trouvait à gauche en haut de l'escalier et n'avait pas de porte, tandis que mes 2 frères dormaient dans la chambre en face de la mienne. La cage d'escalier avait une porte en haut et une en bas, que je fermais chaque soir en allant me coucher parce que cela me faisait me sentir un peu plus en sécurité. J'étais un enfant très anxieux. L'ancien propriétaire de la maison, notre grand-oncle Earl, s'était suicidé dans la maison, dans ma chambre. La famille ne me l'a jamais dit avant que je sois plus âgé, mais quand je l'ai appris, tout a soudainement pris sens, sachant qu'il s'était pendu juste au-dessus de l'endroit où je dormais chaque nuit. À partir d'environ 22 ou 23 heures chaque soir, sans que la porte du bas de l'escalier ne s'ouvre, nous entendions tous de lourds pas monter lentement les marches. Cela ne cessait qu'aux alentours de 4 heures du matin. Les pas montaient jusqu'en haut, entraient dans ma chambre, puis recommençaient depuis le bas de l'escalier. C'était absolument terrifiant. Même en écrivant cela, je ressens cette même horreur glaciale qui me donne envie de pleurer et me donne l'impression d'avoir reçu un coup dans le ventre. Chaque nuit, pendant des années de mon enfance, j'ai entendu ces pas. Mes frères aussi, ainsi que ma mère et mon beau-père. Le plus jeune disait qu'il voyait des gens dans la maison la nuit, ce qui était également très perturbant. Nous pensons qu'il était peut-être particulièrement sensible à ce genre de choses spirituelles. Une nuit, par curiosité, j'ai ouvert la porte du haut de l'escalier et allumé la lumière pour voir qui montait les marches. Il n'y avait absolument personne devant moi, rien du tout, et les pas se sont arrêtés dès que la lumière s'est allumée. J'ai couru dans ma chambre, me suis caché sous les couvertures, juste à temps pour les entendre recommencer en bas. À un moment, ma mère se mettait à crier « Va te coucher, Earl », quand il était particulièrement agité et semblait revivre ses derniers instants encore, et de manière complètement folle, les bruits s'arrêtaient quand elle criait. En tant que famille, nous partageons tous cette peur et cette fascination pour les fantômes et l'au-delà après avoir vécu dans un endroit pareil. La maison a été détruite lors d'un incendie contrôlé pour laisser place à des lotissements, et je suis allé voir les décombres pour récupérer quelques briques calcinées en souvenir. Je croirai aux fantômes pour toujours. Un très bon ami à moi était un homme gai, très séduisant et extrêmement sociable. À la fin des années 80 et au début des années 90, il travaillait comme barman dans un club de danse à Milwaukee, dans le Wisconsin. Le club était surtout connu comme un club gay. On y allait souvent lors des soirées à promotion. La musique était excellente, les boissons étaient bon marché et généreusement servies, surtout quand c'était lui derrière le bar. Le lieu était vivant, bruyant, plein d'énergie. On s'y sentait bien. Mon ami connaissait tout le monde, parlait à tous les clients, flirtait sans jamais être insistant. C'était un environnement où personne ne se méfiait vraiment. À l'époque, c'était encore un espace perçu comme relativement sûr, presque familial pour beaucoup. Un soir, quelques-uns d'entre nous traînaient dans notre appartement. On jouait aux cartes, on discutait, et la télévision était allumée en bruit de fond. Les infos passaient sans vraiment attirer notre attention. Puis soudain, une arrestation a été annoncée. L'écran a montré un visage. C'est là que tout a basculé. Mon ami s'est figé net. Les cartes lui sont presque tombées des mains. Ses yeux se sont écarquillés et il est devenu pâle. Il a fixé l'écran pendant plusieurs secondes sans parler, comme s'il essayait de s'assurer que ce qu'il voyait était réel. Puis il a dit, d'une voix complètement changée, si on se souvenait du blond mignon qu'il avait essayé de draguer le mois précédent. Celui qui avait pris peur et était parti quand nous étions arrivés en groupe. C'était lui. L'homme à l'écran, menotté, encadré par la police, n'était autre que celui avec qui il avait échangé des sourires, quelques mots, des regards appuyés. Celui qui avait bu un verre au bar. Celui qui semblait juste un autre client un peu timide. Cet homme était Jeffrey Dahmer. Le silence est tombé dans la pièce. Tout le monde a compris en même temps ce que cela signifiait. Ce n'était pas seulement une coïncidence dérangeante. C'était la réalisation brutale de la proximité. Le fait que quelqu'un d'aussi dangereux ait pu se fondre aussi parfaitement dans ce décor, dans ce cercle, dans ces nuits qui semblaient anodines. Mon ami a mis du temps à s'en remettre. Il repassait la scène encore et encore.
Les détails qui, à l'époque, n'avaient rien d'alarmant. Le sourire. La façon de parler. Le regard. Tout prenait une autre dimension. Il réalisait à quel point il avait été proche du danger sans le savoir, à quel point la frontière entre une soirée ordinaire et quelque chose d'irréversible peut être mince. L'un des amis de mon père avait un petit frère. Un jour, toute la famille est partie en voyage et, au cours de ce séjour, le frère a disparu. C'était la nuit. Il avait un peu bu. Puis plus rien. On l'a cherché, mais sans succès. Les jours sont devenus des semaines, puis des années. 20 ans ont passé sans la moindre réponse. Mon père a appris la disparition presque immédiatement. Le soir même, son ami l'a appelé en panique. Il ne savait plus quoi faire. Il demandait s'il était possible de faire intervenir des services de police à un niveau plus élevé, d'organiser des recherches officielles plus larges. À cette époque, mon père travaillait à proximité de ce milieu, suffisamment pour savoir à qui parler, comment tenter de faire avancer les choses. Il a essayé d'aider comme il a pu, mais il n'y avait rien à saisir. Aucun indice clair. Aucun point de départ solide. Au fil des années, mon père a assisté à l'effondrement lent de cette famille. L'espoir qui s'amenuise. Les parents qui continuent d'attendre, puis qui commencent à se taire. Les fêtes où quelqu'un manque toujours. L'absence devient une présence constante, plus lourde que la certitude de la mort. Tant qu'il n'y avait pas de corps, tout restait suspendu. 20 ans plus tard, on l'a finalement retrouvé. Il était mort depuis tout ce temps, au fond d'un puits. Le choc a été brutal, même après 2 décennies. La vérité mettait fin à l'attente, mais elle ouvrait aussi une autre douleur. Celle de savoir où il avait été tout ce temps, si près et pourtant totalement invisible. Ce qui rend l'histoire encore plus terrifiante, c'est la façon dont il aurait fini là. Il faisait nuit. Il était légèrement ivre. Il est très probable qu'il ait simplement marché droit devant lui sans voir le puits. Un pas de trop. Une chute dans le noir. Mon père et son ami ont longtemps parlé de cette hypothèse cette nuit-là, après l'annonce. Une discussion profonde, presque philosophique, sur le hasard, sur la fragilité de la vie, sur la manière dont tout peut basculer sans intention ni violence. Ils se sont accrochés à une seule pensée pour survivre à cette idée. Qu'il soit mort sur le coup. Que l'impact ait été immédiat. Parce que l'alternative est insoutenable. Imaginez quelqu'un blessé, seul, vivant au fond d'un puits, sans possibilité de remonter, sans que personne ne sache où il se trouve, c'est une image qui dépasse ce que l'esprit peut supporter. J'avais un ami qui est parti avec sa mère passer quelques jours chez sa grand-mère. La maison était vieille, sombre, un peu inquiétante, le genre d'endroit où chaque bruit semble plus fort la nuit. Sa mère ne voulait pas y aller seule, alors il l'a accompagnée. Cette nuit-là, il dormait sur le canapé du salon. La maison était silencieuse, plongée dans le noir. À un moment, il a entendu des pas dans le couloir. Lents, réguliers. Il a immédiatement pensé que c'était sa mère qui allait aux toilettes. Instinctivement, il a fermé les yeux pour faire semblant de dormir, pour éviter qu'elle ne remarque qu'il était encore réveillé. Les pas se sont rapprochés. Ils n'ont pas continué vers la salle de bain. Ils se sont arrêtés juste à côté du canapé. Son cœur s'est mis à battre plus fort, mais il n'a pas bougé. Il gardait les yeux fermés, tendus de tout son corps. Puis il a senti une respiration sur son front. Très proche. Comme si quelqu'un se penchait au-dessus de lui. Il a eu l'impression fugace que sa mère allait lui déposer un baiser pour lui dire bonne nuit. Au lieu de ça, il a senti la personne se redresser. Les pas se sont éloignés. Le couloir a retrouvé son silence. Il n'a pas ouvert les yeux. Pas à ce moment-là. Il est resté immobile jusqu'à finir par s'endormir, plus par épuisement que par apaisement. Le lendemain matin, il a demandé à sa mère pourquoi elle était venue le voir pendant la nuit. Elle l'a regardé, surprise.
Elle lui a répondu qu'elle n'avait pas quitté sa chambre une seule fois. Elle lui a expliqué qu'elle avait ressenti une présence étrange, un mauvais pressentiment si fort qu'elle n'avait même pas osé sortir de son lit. Elle était restée éveillée une bonne partie de la nuit, paralysée par une sensation qu'elle ne savait pas expliquer. C'est à ce moment-là qu'il a compris que ce qu'il avait entendu et senti ne pouvait pas être elle. Depuis ce jour, il se demande ce qu'il aurait vu s'il avait ouvert les yeux à l'instant précis où cette chose se penchait sur lui. Cette question ne l'a jamais quitté. Quelques mois plus tard, sa grand-mère est décédée. Ils sont retournés dans la maison pour vider les affaires. En plein jour, tout semblait normal. Juste une vieille maison remplie de souvenirs, de meubles poussiéreux et d'objets familiers. Rien d'anormal. Mais dès que le soleil s'est couché, l'atmosphère a changé brutalement. L'air semblait plus lourd. Les pièces plus étroites. Les ombres plus profondes. Chaque bruit prenait une importance démesurée. Sans même en parler longtemps, ils ont pris la même décision. Ils n'ont pas dormi là. Ils ont réservé une chambre dans un motel pour la nuit. Aucun d'eux ne voulait revivre ce qu'ils avaient ressenti auparavant. Nous vivions dans un petit ensemble familial ancestral, avec ma famille, des proches et quelques locataires. Nous nous entendions plutôt bien. Au début des années 2000, nous avions l'habitude de traîner dans le salon à regarder des telenovelas philippines pendant que mes cousins et moi jouions aux cartes dans un coin. C'était une communauté très soudée. Il y avait une locataire, une étudiante. On l'appelait Marie. Elle était assez distante, mais quelques semaines avant l'accident, elle se comportait de façon étrange. Elle sortait rarement de sa chambre, semblait absente, froide. Ma mère allait souvent prendre de ses nouvelles, lui demander comment elle allait, comment se passaient ses études, ce qui la préoccupait, ce genre de choses. Je me souviens très clairement de ce jour-là. Il était environ 2 heures du matin. Mes cousins et moi regardions nos oncles préparer des cochons pour un événement prévu le lendemain. Ma mère est entrée dans ma chambre pour nous gronder et nous dire d'aller dormir parce qu'il était déjà tard, quand soudain il y a eu un cri. Un bébé mort dans notre jardin. C'était absolument horrible. Il avait été pendu avec son propre cordon ombilical, le cou brisé, et une tête de serpillière avait été enfoncée dans sa bouche. La gorge de ce pauvre enfant était détruite à un point inimaginable. Ensuite, il avait été placé dans un sac plastique transparent. C'était sanglant, chaotique. Ma mère nous a immédiatement fait entrer à l'intérieur, mais j'ai eu le temps d'apercevoir ce bébé suspendu près de notre cuisine sale. Je n'oublierai jamais cette image. C'était Marie. Nous l'avons compris en voyant les traces de sang qui menaient jusqu'à sa chambre. Elle avait eu peur que ses parents apprennent qu'elle était enceinte. Elle était dépressive et probablement pas dans son état normal à ce moment-là. Le lendemain matin, ses parents étaient là, ainsi que la police et des ambulanciers. Je crois qu'elle a été emmenée dans un établissement psychiatrique. Mes souvenirs sont flous, mais les détails horribles sont restés gravés. Le plus effrayant, c'est que quelques jours plus tard, j'ai entendu des gens dire que ma mère était hantée par l'enfant. C'était une vieille maison avec de grands placards intégrés, et elle disait parfois entendre des pleurs à l'intérieur de l'armoire, de petits pas, des craquements. Elle voyait aussi l'image d'un enfant dans un sac plastique ensanglanté dans le couloir. Nous ne comprenions pas pourquoi c'était seulement ma mère qui vivait cela. Quelques mois plus tard, nous avons tous quitté le domaine. Cette histoire me met encore mal à l'aise aujourd'hui. Elle me hante toujours. À l'époque, notre école avait organisé une sortie pique-nique dans un complexe touristique qui avait aussi un parc aquatique. On avait passé la journée à jouer dans l'eau, à courir partout, à rire comme des gamins insouciants. Puis est venu le moment de partir. Tout le monde se dirigeait vers les vestiaires pour se changer. Mais il y avait trop de monde. Des centaines d'enfants mouillés, serrés dans un même espace. Je ne me sentais pas à l'aise du tout à l'idée de me changer là-dedans. Mes amis ressentaient la même chose. Alors on a décidé d'aller un peu plus loin, vers la limite du complexe. Il y avait des petits buissons,
quelques arbres, et un mur qui marquait la frontière du site. Ça nous paraissait isolé, tranquille, à l'abri des regards. On se changeait tranquillement quand j'ai entendu quelque chose. Un chuchotement. Puis un petit rire étouffé. Sur le moment, j'ai pensé que c'était l'un de mes amis qui faisait une blague. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait que nous. Rien d'autre. Mais quelque chose n'allait pas. Alors j'ai regardé par-dessus le mur. Et là, j'ai compris. Il y avait des gens de l'autre côté. Des adultes. Cachés. En train de nous observer. Ils nous espionnaient pendant qu'on se changeait. J'ai ressenti une vague de panique immédiate. Mon estomac s'est noué. J'ai crié de toutes mes forces. J'ai essayé d'expliquer à mes amis ce que j'avais vu, mais au début ils ne m'ont pas cru. Ils pensaient que j'exagérais, que j'avais mal vu. Pour se rassurer ou pour se donner du courage, ils ont commencé à jeter des pierres par-dessus le mur, à insulter ceux qui pouvaient être là. Puis l'un de mes amis a regardé à son tour. Son visage a changé instantanément. Il les voyait aussi. Et il a remarqué quelque chose d'encore pire. Ils filmaient. Ils tenaient leur téléphone et enregistraient tout. À ce moment-là, la peur a pris le dessus. On ne réfléchissait plus. On voulait juste partir. Un agent de sécurité est arrivé de loin, mais au lieu de nous aider ou de comprendre ce qui se passait, il a commencé à nous crier dessus, à nous insulter, comme si nous étions en faute. On n'a pas cherché à comprendre. On a couru. Tous ensemble. Aussi vite que possible. Depuis ce jour, cette scène me revient parfois sans prévenir. Elle me laisse toujours la même sensation de froid dans le dos. Ce mélange de peur, de confusion et d'incompréhension totale. Pourquoi quelqu'un ferait ça ? Pourquoi des adultes ressentiraient le besoin de se cacher pour observer et filmer des enfants en train de se changer ? Il y a environ 10 ans, j'étais au centre de tri et à la décharge locale avec ma femme. On venait de terminer ce qu'on avait à faire et on s'apprêtait à repartir quand j'ai remarqué un homme qui avait du mal à se débarrasser d'un matelas. Il peinait vraiment, pas seulement à cause du poids, mais à cause de quelque chose d'autre, quelque chose qui se voyait dans sa façon de bouger. J'ai dit à ma femme d'attendre une seconde et que j'allais l'aider. En m'approchant, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une simple mauvaise journée. Il y avait une tension étrange, une lourdeur presque palpable. Quand je lui ai proposé mon aide, il m'a arrêté net. Il m'a dit que ce n'était pas nécessaire. Sa voix était déjà cassée. J'ai quand même insisté. C'est là qu'il s'est effondré. Les larmes sont venues d'un coup. Entre deux sanglots, il m'a expliqué que son fils s'était suicidé. Il s'était tiré une balle, allongé sur ce matelas. Et maintenant, il devait s'en débarrasser. Le jeter comme un objet ordinaire, alors qu'il portait le dernier moment de la vie de son enfant. Je ne sais pas comment, mais je suis resté calme. Les mots sont sortis presque tout seuls. Je lui ai dit que je sentais qu'il avait besoin d'aide. Que ce n'était pas un hasard si je m'étais arrêté. Et que, même s'il essayait de le faire seul, il avait encore besoin de soutien. Pas seulement pour ce matelas, mais pour tout le reste. Il m'a regardé sans vraiment répondre. Mais il ne m'a plus repoussé. On a fait ce qu'il fallait faire. Le geste était simple, mécanique, mais chargé d'un poids immense. Quand j'ai fini et que je suis remonté dans la voiture, ma femme m'a regardé longuement. Elle m'a dit que j'avais l'air d'avoir vu un fantôme. Elle avait raison. Quelque chose m'avait traversé. Pas une peur soudaine, mais une prise de conscience brutale. Depuis ce jour, je repense souvent à cet homme. À ce qu'il a dû vivre avant d'arriver là. À ce que représente le fait de devoir nettoyer, trier, jeter les traces physiques d'un drame pareil. Les familles ne vivent pas seulement la perte. Elles vivent aussi tout ce qui vient après, les gestes absurdes, pratiques, impossibles à éviter, qui n'ont aucun sens face à la douleur. Ce moment m'a rappelé que la souffrance se cache parfois dans les endroits les plus banals.
sur un parking, à côté d'une benne, derrière un matelas usé. Et que parfois, aider quelqu'un ne consiste pas à résoudre quoi que ce soit, mais simplement à être là au moment exact où la charge devient trop lourde pour être portée seule. Encore aujourd'hui, je pense souvent à Miss Pamela. Quand j'étais enfant et que je grandissais à Pontiac, dans le Michigan, elle était notre voisine. Sa fille avait à peu près mon âge. Sa mère, Miss Pamela, était quelqu'un de spécial à mes yeux d'enfant. Elle ne me parlait jamais comme à un gamin. Elle me traitait comme une vraie personne. Elle était drôle, détendue, cool comme pas possible, et elle conduisait une voiture vraiment impressionnante. Pour moi, elle faisait partie de ces adultes qu'on admire naturellement, sans trop savoir pourquoi. Un jour, Pamela a disparu. À l'époque, je ne savais pas tout. Je n'ai appris que plus tard qu'elle avait des problèmes d'alcool. Sa fille, elle, était catégorique. Elle disait aux policiers que quelque chose n'allait pas, que sa mère ne serait jamais partie comme ça. Mais personne ne l'a écoutée. Ils ont balayé l'affaire d'un revers de main. Encore une ivrogne disparue. Encore quelqu'un qu'on ne prend pas au sérieux. La réalité était bien pire. Quelqu'un convoitait sa voiture. Il la volait. Et au lieu de la laisser partir ou de fuir, il l'a enfermée dans le coffre. Il a roulé avec elle pendant plusieurs jours. Vivante. Prisonnière. Sa petite amie savait qu'elle était là. J'imagine que d'autres le savaient aussi. Des gens ont continué leur vie en sachant qu'une femme était enfermée dans un coffre, quelque part, sans intervenir. Je ne me souviens plus exactement de la façon dont on l'a retrouvée. Ce que je sais, c'est qu'elle a fini par boire de l'antigel et en est morte. Était-ce un geste de désespoir? Une tentative d'échapper à une situation sans issue? Une décision prise après avoir compris que personne ne viendrait? Cette partie me hante encore. Miss Pamela avait ses démons, oui. Mais pour l'enfant que j'étais, elle était gentille. Elle était vraie. Elle adorait ses petits-enfants. Elle en parlait avec fierté, avec amour. J'espère sincèrement qu'ils ont su à quel point elle les aimait, malgré tout ce qui est arrivé. Aujourd'hui, j'ai à peu près l'âge qu'elle avait à l'époque. Cette réalisation change tout. Elle n'était pas vieille. Elle n'était pas finie. Elle avait encore tant de choses devant elle. Je pense souvent à l'injustice de cette histoire, à la manière dont elle a été ignorée, classée, effacée trop vite parce qu'elle ne correspondait pas à l'image d'une victime parfaite. Ce qui me fait le plus mal, c'est de savoir qu'elle a été trahie à tous les niveaux. Par son ravisseur. Par ceux qui savaient. Par les autorités qui n'ont pas pris sa disparition au sérieux. Elle a été abandonnée bien avant de mourir. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à accepter. Pour moi, Miss Pamela restera toujours cette voisine cool, celle qui riait fort, qui roulait dans une belle voiture, qui aimait ses petits-enfants de tout son cœur. Elle méritait mieux. Elle méritait d'être crue. Elle méritait d'être sauvée. Et le fait que ça ne soit jamais arrivé est une injustice qui continue de résonner, même des décennies plus tard. Quand j'avais environ 9 ans, mon voisin et sa femme ont organisé un barbecue et ont invité leur famille et leurs amis. Nous étions très proches de nos voisins et de leur famille, et nous le sommes toujours. La femme de mon voisin était la tante de mon meilleur ami, donc sa famille est venue aussi. J'appellerai mon ami D pour simplifier. Je ne me souviens pas de grand-chose de la soirée, mais j'ai probablement passé du temps dans la piscine avec D, à manger et à traîner avec lui. À un moment donné, j'ai décidé d'aller à l'intérieur et de m'allonger dans mon lit, la lumière allumée. Je dormais alors dans un lit mezzanine, donc je devais monter et descendre une échelle pour y entrer ou en sortir. Après être resté allongé un moment, la mère de D est entrée dans ma chambre. Ce n'était pas étrange, ses parents étaient pratiquement comme une seconde famille pour moi. Elle m'a demandé pourquoi j'étais allongé alors que la fête battait encore son plein, puis elle est ressortie aussitôt. Je me suis dit qu'elle avait raison. J'ai donc glissé hors de mon lit, descendu l'échelle et je me suis dirigé vers la porte arrière.
Cette porte se trouve juste à côté de celle de la chambre de mes parents, et leur porte était toujours ouverte. Quand je suis arrivé, j'ai essayé de tourner la poignée et j'ai constaté que la porte était verrouillée. J'ai secoué la poignée plusieurs fois avant que ma mère ne se redresse dans son lit et me demande où j'essayais d'aller. Je lui ai répondu que la mère de D était venue me chercher et m'avait dit de retourner à la fête. Elle m'a alors répondu que D et toute sa famille étaient partis depuis des heures. Il s'est avéré qu'il était minuit et que tout le monde était rentré chez soi depuis longtemps. Je ne sais pas si j'ai halluciné la mère de D ou si je l'ai rêvé, mais il n'y a eu aucune transition entre le sommeil et l'éveil. J'ai clairement entendu sa voix et je l'ai vue. Ce qui me glace encore le sang, c'est de me demander ce qui aurait pu arriver au petit garçon de 9 ans que j'étais, seul près d'une piscine sombre, et si quelque chose avait essayé de me convaincre d'y retourner. C'était une étudiante de première année à l'université de UMass-Amherst. Elle détestait sa mère. Leur relation était mauvaise depuis longtemps, remplie de tensions, de reproches et de silences lourds. Un jour, elle a contacté sa mère et l'a invitée à la rejoindre dans sa chambre universitaire pour aller déjeuner ensemble. Pour sa mère, cette invitation représentait un espoir immense. Elle a cru que sa fille voulait repartir sur de nouvelles bases, peut-être réparer quelque chose, peut-être simplement passer du temps ensemble comme avant. Elle est arrivée sur le campus avec cette idée en tête, probablement nerveuse mais surtout pleine d'attente. Quand elle est arrivée devant la chambre, il y avait un mot scotché sur la porte. Il disait simplement « Maman, entre ». Je suis dans le placard. Sans méfiance, la mère est entrée. Elle a appelé sa fille. Puis elle a ouvert la porte du placard. Sa fille s'était pendue. Elle avait organisé la scène pour que ce soit sa mère qui la découvre. Elle ne voulait pas être sauvée. Elle voulait être trouvée ainsi, par elle. Ce n'était pas un appel à l'aide. C'était un acte final, délibéré, chargé de colère et de douleur. Ce qui rend cette histoire encore plus insupportable, c'est la mise en scène émotionnelle. L'invitation. L'espoir donné. Le déjeuner promis. Tout cela faisait partie du plan. La mère n'est pas seulement arrivée pour perdre sa fille. Elle est arrivée en croyant retrouver un lien, pour finalement être confrontée à l'image la plus traumatisante possible. Je suis allé à l'école avec cette fille. Ce n'était pas une rumeur lointaine ou une histoire inventée. C'était réel. Les couloirs sont devenus silencieux pendant des jours. Personne ne savait quoi dire. Certains la connaissaient à peine. D'autres avaient partagé des cours, des discussions banales, sans jamais imaginer ce qui se passait dans sa tête. Je travaillais avec un gars qui avait un casier judiciaire. Dans ce boulot-là, ce n'était pas inhabituel et je ne suis pas quelqu'un de particulièrement jugeant à ce sujet. Beaucoup de gens avaient des passés compliqués et ça ne disait pas forcément qui ils étaient au présent. Il habitait près de chez moi, à quelques rues. Souvent, je le raccompagnais en voiture après le travail, puis il finissait à pied jusqu'à chez lui. On travaillait de nuit, des horaires tardifs. Il arrivait qu'on termine vers minuit, parfois même vers 2 ou 3 heures du matin, pile à l'heure où les bars ferment. À ce moment-là, il y avait souvent des dealers et d'autres types pas très nets devant certains immeubles, dehors à traîner. C'était l'ambiance du quartier. Personne ne me dérangeait. Femme blanche, je passais sans attirer l'attention. Un soir, en le déposant, il est descendu de la voiture devant mon immeuble. Il a regardé les types postés dehors, ceux que tout le monde appelait plus ou moins les gardiens, et il leur a dit simplement que j'étais quelqu'un de correct. Juste ça. Elle est cool. Immédiatement, leur attitude a changé. Ils sont passés d'indifférents à amicaux. Des sourires, des hochements de tête. À ce moment-là, ça m'a un peu marqué, mais sans plus. Je suis rentré chez moi. Plus tard dans la nuit, pendant ma pause, je faisais défiler Facebook. Je suis tombé sur une publication. Quelqu'un avait été abattu à mort à quelques rues de chez moi. Le lieu m'a frappé immédiatement. Ce n'était pas loin.
J'ai réalisé que ce collègue n'était pas venu travailler cette nuit-là. Et sans raison logique, j'ai eu un mauvais pressentiment. Un truc viscéral. Comme si quelque chose s'emboîtait tout seul dans ma tête, sans preuve, sans explication claire. Environ un mois plus tard, ils l'ont arrêté. Mon intuition n'était pas fausse. Ce qui est encore plus dérangeant, c'est ce qui s'est passé juste avant. Il était revenu travailler une nuit, comme si de rien n'était. Il n'avait pas l'air nerveux, ni étrange. Il faisait son boulot normalement. À la fin du service, il a parlé d'un nouveau travail. Il a donné son préavis. Puis, après ce même service, il a appelé le directeur général pour dire qu'il quittait définitivement. Dans ce milieu-là, ce genre de départ soudain arrivait souvent. Les gens entraient, sortaient, changeaient de vie sans prévenir. Le patron ne cherchait pas à retenir qui que ce soit. Sur le moment, rien ne semblait suspect. Avec le recul, tout prend une autre couleur. Le ton assuré avec lequel il parlait au type devant mon immeuble. La facilité avec laquelle il naviguait dans ce monde-là. Le calme après coup. Le fait qu'il ait pu travailler normalement, plaisanter peut-être, puis disparaître de la scène avant que la police ne remonte jusqu'à lui. Ce qui me reste, ce n'est pas seulement l'histoire d'un collègue devenu meurtrier. C'est cette sensation étrange d'avoir été, sans le savoir, protégé par quelqu'un de dangereux. D'avoir traversé des nuits, des rues, des moments banals, à quelques mètres de choses beaucoup plus sombres que je ne l'imaginais. Et de réaliser à quel point certaines personnes peuvent compartimenter leur vie, au point que même ceux qui les côtoient régulièrement ne voient absolument rien venir. Je suis opératrice au 911. Il y a quelque temps, nous avons reçu un appel d'une femme extrêmement effrayée. Elle chuchotait à peine. Elle a dit simplement qu'elle pensait qu'il y avait quelqu'un dans sa maison. La plupart du temps, ce genre d'appel se termine sans incident. Très souvent, les gens rappellent ensuite pour s'excuser. Ils se sentent ridicules d'avoir eu peur pour rien. Je le dis toujours. Il ne faut jamais hésiter à appeler. Vraiment. Si quelqu'un craint d'être jugé, qu'il se rassure. On préfère largement une issue banale et presque légère à un appel trop tardif. Dans ce cas précis, j'ai pris l'appel au sérieux immédiatement. J'ai noté les informations, envoyé des unités sur place et je suis resté en ligne avec elle. Elle s'était enfermée dans la salle de bain, porte verrouillée, lumière éteinte, respirant à peine pour ne pas faire de bruit. Je lui parlais doucement, je lui demandais de rester immobile, de ne rien tenter tant que les policiers n'étaient pas arrivés. Quand ils sont entrés dans la maison, ils l'ont d'abord escortée dehors pour la mettre en sécurité. Tout semblait se dérouler normalement. Quelques minutes plus tard, l'un des agents m'a demandé d'envoyer d'autres unités. Ce genre de demande fait toujours tiquer. Ce n'est pas anodin. Peu après, un policier a repris la radio. Sa voix avait changé. Il a dit qu'il y avait bien quelqu'un qui s'était introduit dans la maison, mais qu'il n'y avait absolument aucun signe indiquant que cette personne était repartie. La maison était trop calme. Trop intacte. Quelque chose n'allait pas. Ils ont continué à fouiller pièce par pièce. Chaque placard. Chaque recoin. Finalement, ils l'ont trouvé. Il se cachait derrière la porte d'un meuble. Complètement immobile. Attendant. Le chien policier a fini par le repérer. On ne saura probablement jamais ce qu'il comptait faire exactement. Vol. Agression. Simple intrusion. Mais honnêtement, ça n'a presque pas d'importance. L'idée qu'un inconnu soit resté caché dans sa maison, silencieux, pendant qu'elle appelait à l'aide, suffit à glacer le sang. Il était là. Tout ce temps. À quelques mètres d'elle. Ma tante a été assassinée en 1996 par un homme rencontré lors d'une soirée. Elle ne le connaissait pas. Ce n'était pas quelqu'un de son entourage, ni une histoire de conflit ou de rancune. Cet homme avait simplement décidé ce jour-là qu'il voulait tuer quelqu'un. Elle était là. Au mauvais endroit, au mauvais moment.
Il l'a attaqué avec une hachette. Il l'a battu à mort, puis il a démembré son corps. Il a tenté de le brûler avant de jeter ce qu'il en restait dans des buissons et de quitter la ville. Comme si ce n'était pas suffisant, il a cambriolé le subway où il travaillait sur la route en quittant l'État, juste pour avoir un peu d'argent en plus. Tout dans ses actes respirait l'indifférence totale à la vie humaine. Ce qui me hante le plus, ce sont les détails que j'ai appris plus tard. Elle avait des blessures défensives. Des entailles profondes dans les mains. Plusieurs doigts manquaient. Elle s'est battue. Jusqu'au bout. Elle n'a pas simplement subi. Elle a résisté, probablement en sachant très bien ce qui était en train de lui arriver. Et pendant tout ce temps, elle avait un bébé qui l'attendait à la maison. Un enfant qui ne reverrait jamais sa mère. Cette pensée rend tout encore plus insupportable. Elle n'était pas une statistique. Elle n'était pas un hasard abstrait. Elle était quelqu'un qui avait une vie, des responsabilités, de l'amour à donner, et quelqu'un qui dépendait d'elle. Il n'y avait aucune raison. Aucun mobile compréhensible. Juste la violence brute d'un homme qui voulait détruire, et une femme qui n'aurait jamais dû croiser sa route. Savoir qu'elle a souffert, qu'elle a lutté, qu'elle a probablement pensé à son enfant dans ses derniers instants, c'est une douleur qui ne s'efface pas avec le temps. J'ai vécu plusieurs moments étranges dans ma vie, mais celui auquel je pense le plus souvent n'est pas le plus grave comparé à d'autres histoires ici. Pourtant, il m'est resté profondément ancré. La famille du petit ami de ma sœur a été cambriolée. Ce qui rend l'histoire particulièrement troublante, c'est que le frère de ce petit ami était à la maison au moment des faits. Ses parents avaient aménagé le grenier en chambre pour lui. Ce soir-là, il était installé devant son ordinateur, casque sur les oreilles, complètement absorbé. Pendant ce temps, des inconnus se déplaçaient dans la maison et la vidaient. Il n'a absolument rien remarqué. Il n'a compris ce qui s'était passé que lorsque ses parents sont rentrés. Ils ont trouvé la maison sens dessus-dessous et ont commencé à crier son prénom, paniqués. Ils savaient qu'il était censé être seul à la maison. J'imagine sans difficulté la terreur qu'ils ont dû ressentir en entrant, cette seconde où toutes les possibilités horribles te traversent l'esprit. Puis le soulagement immense quand ils ont réalisé que leur plus jeune enfant était vivant, intact, simplement perché dans le grenier, inconscient de tout. Même sans violence directe, cette situation me met mal à l'aise. L'idée que quelqu'un puisse être si proche du danger sans même le savoir est profondément dérangeante. Que des étrangers puissent circuler librement dans ta maison pendant que tu te crois seul, en sécurité, enfermé dans ta bulle. Quand j'avais 7 ans, ma mère est tombée dans la drogue. J'étais jeune, mais d'après ce qu'elle racontait plus tard, c'était des pilules, de l'oxycodone et d'autres. Ce n'était pas si grave, pas vraiment. Avec le temps, elle est passée à l'héroïne, puis plus tard au crack et à l'héroïne. Mon père, la première fois qu'il m'a jamais frappé, c'était à peu près à cette période. Je ne voulais pas nettoyer la chambre de mon cousin. Il m'a attrapé par les bras et m'a projeté à l'autre bout de cette même pièce. Il m'a acheté McDonald's après et moi, étant une petite enfant résistante, ça allait. Ma mère a perdu la maison de notre enfance et nous avons emménagé dans une maison presque vide, et parfois elle ne se réveillait pas et il n'y avait pas vraiment de nourriture pour mon frère de 4 ans et moi, mais j'étais quand même heureuse. Puis je suis allé vivre chez mon père à 9 ans, pour des raisons évidentes. J'aurais préféré être laissé avec ma mère. Après le premier incident, il ne m'avait plus touché jusqu'à cette période. Je ne me souviens pas de ce que je faisais, mais il m'a lancé un tournevis et m'a ouvert le genou. Au début, c'était peu fréquent. Une gifle ici, quelque chose lancé contre moi là. Une fois qu'il a commencé à sortir avec celle qui est aujourd'hui son ex-femme, c'est là que tout a empiré. Il a pris un chat, et le chat a fait quelque chose qui l'a mis en colère. Il a battu le chat en le projetant contre le mur à répétition, et quand je lui criais d'arrêter, il m'a envoyé valser contre un mur d'un coup de pied. Le chat est mort. Il a pris un chien, et un jour nous sommes partis toute la journée. Quand nous sommes rentrés, le chien avait fait ses besoins sur le sol, évidemment, nous étions partis pendant 12 heures. Il a battu ce chien à un cheveu de la mort,
au point qu'elle déféquait pendant qu'il la projetait en l'air. Nous ne le savions pas à l'époque, mais le chien, Shiba, était enceinte. Peu de temps après, elle a donné naissance à 5 ou 6 petits mort-nés. Mon père a mis les corps dans un sac crogé et a essayé de me faire porter les cadavres jusqu'à la poubelle. Je n'arrivais pas à me résoudre à porter un sac de chiots morts, je pleurais tellement fort, mais il a fini par me donner un coup de pied dans les escaliers et par me lancer le sac dessus. J'ai emmené le sac à la poubelle. Une fois, j'ai été réveillé un soir d'école par mon père et ma belle-mère en train de faire l'amour. J'ai lancé un Béani Baby contre leur porte. Mon père est entré et m'a tabassé avec le Béani Baby. On ne peut vraiment pas comprendre à quel point ça fait mal jusqu'à ce qu'un homme de 136 kg et d'1,80 m frappe une enfant de 9 ans avec. Quand j'ai eu 10 ans, c'est devenu presque quotidien. J'ai attrapé des poux et il m'a cogné la tête contre la table pendant qu'il vérifiait mon cuir chevelu. J'ai mal lavé une assiette, et il attendait la nuit pendant que je dormais pour me réveiller en me frappant. Il y a beaucoup d'incidents qui se mélangent, des coups de poing et de pied ordinaires, être traîné par les cheveux, alors je vais détailler ceux qui me marquent le plus. Une fois, il m'a fait sortir pour démonter un tas de bâtons et de bûches. Après une semaine de ça, j'ai demandé si je pouvais avoir un jour de repos. Il a pris un balai et me l'a enfoncé dans la gorge. Je ne pouvais plus respirer. Imagine une enfant de 10 ans, par terre, haletant comme un poisson, luttant pour respirer, pendant que son père la regarde de haut tout ce temps. Finalement, il a décidé que j'avais le droit de respirer à nouveau et a commencé à masser ma trachée jusqu'à ce que les halètements s'arrêtent. J'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. Une autre fois, nous étions dans la file du drive de McDonald's. J'étais sur la banquette arrière, en train de lire. Sans prévenir, mon père a pris le couvercle de la console centrale, il était cassé et s'enlevait facilement, et l'a abattu sur le côté de ma tête. Je voyais des étoiles. Il a dit qu'il m'avait dit d'arrêter de fredonner. Je ne fredonnais pas. Une fois que nous avons emménagé dans une nouvelle maison, nos nouveaux voisins se sont trouvés être des amis d'enfance que j'avais d'avant. J'étais tellement excité. Je n'avais pas le droit de sortir de la maison, mais une fois, en les voyant depuis la fenêtre de ma chambre, je me suis penché et j'ai commencé à leur parler, à rattraper le temps perdu. Il a dû m'entendre, parce qu'il a fait irruption dans ma chambre, m'a attrapé par les cheveux et m'a projeté contre le mur. Cette maison a peut-être encore un trou à ma taille dans le placard. Une fois, il a pris une planche avec des clous et m'a frappé à la tête. J'ai eu de la chance que ce ne soit pas pire, mais il y avait tellement de sang. Il a utilisé une perceuse sur ma jambe. J'ai encore une cicatrice parfaitement circulaire sur le tibia à cause de ça. J'avais 12 ans et j'avais essayé de fabriquer un nœud coulant avec une ceinture pour me pendre dans le placard. La barre du placard n'a pas tenu, heureusement. J'avais toujours faim. Je recevais la même quantité de nourriture que ma demi-sœur de 5 ans. Cela me poussait à essayer constamment de voler de la nourriture dans la cuisine quand tout le monde dormait. Ça m'a causé beaucoup de problèmes, et finalement mes demi-sœurs ont compris qu'elles pouvaient toucher à des choses et que la faute retomberait automatiquement sur moi. Une fois, elles ont fouillé dans les tampons de ma belle-mère et ont joué avec, les laissant au milieu du sol dans ma chambre. Celle-là s'est terminée avec moi piétiné. Une autre fois, elles ont mangé du beurre directement dans le contenant avec leurs doigts. Je ne sais pas pourquoi celle-là m'a été attribuée, étant donné que j'avais 8 ans de plus qu'elle et que mes doigts n'étaient pas du tout de la même taille, et en plus je n'aimais même pas le beurre. Tout ça, c'est seulement le côté physique. Je n'aborde même pas les aspects mentaux et verbaux. Je dirais simplement que mon vrai prénom n'a pas été utilisé pendant des années, et qu'il m'envoyait dans les magasins pour voler des choses pour lui. À 13 ans, c'était arrivé au pire. À ce moment-là, la porte de ma chambre était verrouillée avec un pin dormant, avec 2 verrous différents parce que j'avais compris comment ouvrir le premier, mes fenêtres étaient clouées, j'avais un seau pour uriner dans mon placard, et mon lit n'était composé que de 2 coussins de canapé. Parfois, ils oubliaient de déverrouiller ma porte quand ils se réveillaient. Cela a conduit à des mesures drastiques, y compris le seau pour uriner, pour lequel je me faisais frapper quand il était découvert, et c'est comme ça que j'ai compris comment ouvrir le premier verrou. Avant que mes fenêtres ne soient clouées, j'avais commencé à sortir par la fenêtre du 2e étage et à rentrer dans la maison par une fenêtre de la salle à manger que je laissais déverrouiller.
Savoir que je ne pourrais pas uriner pendant des heures après le réveil, parfois toute la journée, me poussait à bout. Tout a culminé quand j'ai été suspendu de l'école. La raison était stupide, j'avais imprimé un poème sur une professeure décrite comme un dinosaure que personne n'aimait. Mais j'ai cru que c'était fini pour moi. J'ai cru que j'allais mourir ce soir-là. Alors je ne suis tout simplement pas rentré à la maison. Le bus m'a déposé et j'ai erré dans les rues. J'ai traversé tout le côté ouest de ma ville, puis je suis revenu. Finalement, il a commencé à faire sombre et j'avais faim, alors je suis allé chez Kroger avec l'intention de voler quelque chose à manger et à boire. Pendant que j'étais là, j'ai par hasard vu une amie de l'école. J'ai essayé de la convaincre, elle et sa mère, de me laisser rester chez elle pour la nuit, en leur expliquant tout ce qui m'arrivait. Elle a appelé la police, évidemment. La police m'a ramené chez lui. Il a réussi à expliquer toutes mes marques en disant que j'étais maladroite, et la seule chose que la police a dite à propos des verrous et des clous dans ma chambre, c'est qu'ils devaient être retirés parce que c'était un danger en cas d'incendie. Il était environ 21h ou 22h à ce moment-là. J'étais terrifié. J'avais été suspendu, j'avais fugué, et j'avais parlé à la police. J'étais certaine que j'allais mourir, ou minimum être gravement blessé. Je ne croyais plus en Dieu depuis quelques années à ce moment-là. Je suis sûr que tu peux comprendre pourquoi. Mais cette nuit-là, j'ai prié. J'ai prié de toutes mes forces. S'il te plaît Dieu, fais-moi sortir d'ici. S'il te plaît Dieu, ne me laisse pas mourir. Ma foi en Dieu est encore fragile aujourd'hui, mais cette nuit-là est une des choses qui m'empêche de l'abandonner complètement. Plus tard dans la nuit, il devait être minuit à ce moment-là, mon père est entré et m'a dit de monter dans la voiture. Il m'a déposé dans un foyer d'accueil pour adolescents en difficulté, un endroit appelé la Huckleberry House. J'y suis resté presque 2 semaines. C'était incroyable. Personne ne me frappait, les adultes semblaient se soucier de moi, je n'avais pas faim, je m'entendais bien avec les autres enfants, et je redoutais le jour où ils reviendraient pour me ramener à la maison. Ce jour n'est jamais arrivé. À la fin de la 2e semaine, ils m'ont dit que ma mère était là pour venir me chercher. Je n'avais pas vu ma mère biologique depuis presque 5 ans à ce moment-là, alors j'ai pensé qu'ils parlaient de ma belle-mère. J'ai rassemblé mes affaires et je me suis préparé à affronter le reste de ma vie. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ma mère qui m'attendait. Ma vraie mère, aimante, sobre depuis 1 an et prête à me reprendre avec elle. Rien que d'y penser me fait pleurer en écrivant ceci. Elle m'a sauvé la vie. Elle a fini par retomber dans la drogue, mais j'avais 17 ans à ce moment-là et j'étais capable de me débrouiller seul. Les choses n'ont pas été faciles, mais j'ai aujourd'hui une magnifique petite fille de 10 ans, et ma vie est correcte. Ça me rend malade de savoir que j'étais plus jeune que mon tout petit enfant quand mon calvaire a commencé, mais j'ai réussi à briser le cycle. Ma fille ne connaîtra jamais les horreurs que j'ai endurées pendant ces 5 années en enfer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.